BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et on accueille Stéphane Van Nuffel et Christian Fontaine. Bonjour à tous les deux. Bonjour messieurs. Bonjour. Christian Fontaine pour le revenu, Stéphane Van Nuffel pour Net Investissement. On va essayer de parler un petit peu des marchés, d'avoir votre vision sur ce qui se passe en bourse et surtout d'imaginer est-ce qu'il serait possible de gagner en bourse par tous les temps. C'est difficile à croire quand on voit la semaine cataclysmique qu'on a vécue la semaine dernière, mais bon, on va réfléchir avec vous. D'abord, vous le regardez comment, ce marché en ce moment, Christian ? En période comme ça, un petit peu de déprime ou en tout cas de forte volatilité, il y a des réflexes de bon sens qu'il faut rappeler. Tout d'abord, se méfier des réactions d'impulsion. C'est vrai qu'on soit en période d'euphorie ou en période de déprime, que constate-t-on, c'est que l'investisseur particulier a tendance à surréagir. En période d'euphorie, il a tendance à tout acheter et en période, je dirais, de déprime, de tout vendre. C'est un peu ce qu'on appelle pratiquer la stratégie de l'essuie-glace. Donc, première remarque importante, se méfier de son propre comportement. D'autant plus que, et on l'a rappelé la semaine dernière sur votre antenne, qu'il y a déjà eu un coup de grisou. Souvenez-vous, la dernière semaine de janvier, les marchés avaient reculé de quelques 4%. Vous allez me dire, la semaine dernière, c'était 10%. Il n'empêche, rien ne nous dit que les marchés vont continuer à baisser. D'ailleurs, ce matin, ils rebondissent. Donc, ce qui compte, c'est de prendre un minimum de recul et de ne pas paniquer. Très concrètement, vous êtes investi en bourse. Vérifiez que la part des actions dans votre patrimoine est compatible avec, vos besoins et votre profil d'investisseur. Vous n'êtes pas investi en bourse. Pourquoi pas éventuellement commencer à regarder ce qui pourrait être intéressant dans une optique de long terme. Et en tout cas, on y va par étapes. Et dernière notion, donc voilà. Je dirais l'élément essentiel, c'est qu'il ne faut pas oublier les apports de la finance comportementale. C'est vraiment en introduction ce qu'on peut dire. La bourse est sans doute la seule classe d'actifs où plus elle est chère, plus les Français ont envie d'acheter, et plus elle est basse, moins les actions sont chères, moins les Français ont envie, d'investir. Donc bien sûr, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Stéphane ? Alors, quand vous voyez le marché partir à la dérive comme la semaine dernière, qu'est-ce que vous vous dites ? Je me répète, comme je me suis répété toute la semaine dernière, il faut savoir raison garder parce que personne ne sait ce qui va se passer puisque là on est sur un sujet très médical et très sanitaire. Donc en fait, il suffirait d'une bonne nouvelle d'un point de vue pandémie, épidémie, on l'appelle comme on veut, pour que finalement tout ça puisse prendre un virage inverse. Il y a des faits économiques, Nicolas Dos vient de les rappeler, qui prouvent quand même qu'on vient de passer 2 mois et demi compliqués sur un certain nombre de secteurs. On est dans une phase, et je pense que la semaine dernière on a eu l'impression que les marchés se réveillaient, comme si le coronavirus était arrivé du jour au lendemain. Alors oui, il a été détecté du jour au lendemain en Europe pour la première fois. Mais enfin, ça faisait déjà donc janvier-février que le tourisme avait déjà été touché, le luxe avait déjà... On n'était pas surpris. Donc je rejoins évidemment Christian sur le sujet. Je ne suis pas sûr que ce soit l'investisseur particulier qui panique seulement quand il y a des nouvelles comme ça, parce que j'ai l'impression que les institutionnels sont pas plus rassurants. Et là, clairement, on est dans une ère de l'ultra-volatilité. Ça veut dire qu'en fait, la moindre nouvelle, quelle qu'elle soit, peut avoir des conséquences complètement, je vous ai dit apocalyptiques, peut-être pas exagéré, mais très importantes. Donc je le rappelle, il faut bien connaître ses portefeuilles, il faut bien savoir dans quoi on investit, et il y aura forcément un grand nombre de perdants d'un point de vue visuel, le CAC 40 qui se casse la figure de plus de 10%. Il y a eu des gagnants la semaine dernière aussi. Et moi, je disais, pour être un peu provocateur, c'est pas que le particulier qui est responsable. C'est vrai qu'au début des années 2000, le plombier qui avait mis ses économies dans la bourse, voyant que ça commençait un peu à se casser la figure, on a dit que c'était un mouvement de foule qui n'était pas assez éclairé intellectuellement. Je ne crois plus que ce soit le cas aujourd'hui, puisqu'on a vu quand même tout un tas de grands spécialistes de la finance passer complètement à côté depuis 2 mois, et puis se réveiller lundi dernier. Et puis là, aujourd'hui, on va voir comment ils vont reprendre des annonces, on va voir comment les marchés européens réagissent à l'ouverture des marchés américains. Parce qu'à chaque fois, il y a un gros mouvement sur les bourses européennes. Quand la bourse américaine ouvre, qu'elle réagit sur la bourse chinoise éventuellement, qui est quand même un peu le cœur du départ de l'épidémie. Enfin voilà, donc raison gardée. Calmez-vous et regardez ce qui se passe et soyez prudents. Ne prenez pas une décision dans un sens ou dans un autre trop vite. Stéphane disait, il y a quand même eu des gagnants la semaine dernière. C'est-à-dire qu'il est possible, entre guillemets, de limiter les dégâts, si ce n'est de gagner par tous les temps en bourse ? Alors bien sûr, il est possible de gagner peu ou prou par tous les temps. Ce qui est important, si vous voulez, c'est de ne pas réagir au quart de tour. Il y a quelques jours, j'ai vu sur Twitter, c'était Guy Marty qui est régulièrement sur votre antenne et qui disait que pour gagner avec ses placements, et en particulier
particulièrement en bourse, il faut faire preuve de constance, de patience et de chance. Et je pense qu'il a, je dirais, il a mis l'accent, et je suis tout à fait d'accord avec ces 3 mots-clés. De la constance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on définit une stratégie en fonction de ses goûts et on s'y tient, que ce soit des périodes de déprime comme la semaine dernière ou des périodes d'euphorie. Ensuite, il faut vraiment investir, je dirais, un peu comme vous aimez en fonction de vos propres caractéristiques. Vous en avez qui ne travaillent que les small caps. Vous avez d'autres investisseurs particuliers, voire des professionnels, qui investissent surtout à travers des trackers internationaux. Vous en avez encore une 3e famille d'investisseurs ou de boursicoteurs qui travaillent surtout les produits spéculatifs, les varans, les CFD, etc. L'idéal, c'est de prendre le meilleur des 3 mondes, la gestion en direct, les SICAV et les trackers. Le 6 janvier, sur votre antenne, je mettais en avant 3 types de classes d'actifs, 3 types de placements pour cette année. Air liquide, la bourse américaine et les actions émergentes. Faisons preuve de constance, appliquons-nous ça à nous. Et donc je maintiens, ces trois axes stratégiques. Donc 1, la constance. 2, la patience. N'oublions pas que la bourse est le meilleur placement sur le long terme. Sur 50 ans depuis la création du revenu, la bourse a permis aux détenteurs d'actions de gagner 9% en moyenne. Alors attention, c'est pas un long fleuve tranquille. 9% sur 50 ans, 9% par an. 9% par an, dividendes réinvestis. C'est mieux que l'immobilier, c'est mieux que l'assurance vie en euros, c'est forcément mieux que le livret A et beaucoup plus que l'inflation. Alors, il n'empêche, c'est vrai, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, sur ces 50 années, il y a eu 32 années de hausse, mais il y a eu 18 années de baisse. Donc, il faut faire preuve de patience pour gagner en bourse par tous les temps. Dès qu'il y a un coup de grisou, surtout, on ne vend pas. Et le 3e élément, il en faut un peu. Il en faut un peu dans tous les compartiments de la vie, c'est la chance. Bon, il en faut aussi un tout petit peu en bourse. Et pour maximiser ces chances de gain, on met en place ce dont j'ai souvent parlé sur votre antenne, un investissement en bourse, un peu comme un abonnement en bourse, un peu comme on a un abonnement pour la téléphonie mobile, programmé, l'investissement programmé, on investit chaque mois ou chaque trimestre ou chaque semestre la même somme. Donc quand la bourse est haute, on achète peu de parts ou peu de titres, et quand la bourse est baisse, comme la semaine dernière par exemple, on en achète davantage. Comment on fait pour effectivement mettre entre guillemets son patrimoine à l'abri à la sauce net investissement? C'est pas la même question que vous avez posée à Christian et que vous me posez à moi, parce que là vous lui avez posé la bourse. Alors la bourse, c'est plus facile de mettre son patrimoine. Commençons par la bourse. La bourse, c'est très difficile de vous répondre parce que je suis encore obligé de vous le rappeler. Ça dépendra de votre profil d'investisseur, évidemment, et donc pour un conseiller comme moi, de ce que je peux m'autoriser à vous faire faire. Mais vous-même, la perso, Stéphane Van Nuffel, vous avez vu la baisse du CAC de plus de 11% la semaine dernière. Ça vous donne envie de revenir sur le marché là ou pas? Allez, personnellement, là, est-ce que vous y revenez? Merci Guillaume. Il y a 2 choses, il y a 2 éléments. D'abord, il y a le premier élément qui est la notion du temps. Parce que moi, je suis conseiller en gestion de patrimoine. Je suis pas trader en intraday. C'est ça. Ouais. Donc en fait, j'ai pas les Jean-Louis contraintes. Cussac. Voilà, je suis pas Jean-Louis Cussac avec des points de rebond, et en fait, il faut que je fasse mon solde quotidien pour savoir si j'ai gagné ou si j'ai perdu. Vous avez la même couleur de cheveux, pourtant. Évidemment. C'est sympa. Ça fait plaisir. Comme tous les professionnels du patrimoine. C'est le métier qui veut ça. Ça fera plaisir à Jean-Louis Cussac. Ah oui, c'est gentil pour lui. Pardon. Non, pour vous répondre très objectivement, évidemment, nous on travaille toujours, et je le répète chez Net Investissement, et beaucoup de CGP font ça, sur des couloirs de performance et des couloirs de volatilité. Ce que rejoint la notion de stratégie que nous donne Christian, c'est-à-dire de dire à un client, ce qu'il faut surveiller finalement, c'est quel est le contrat qu'on a passé intellectuellement avec soi-même dans le temps. Alors pour répondre maintenant aussi à Guillaume, évidemment, quand vous avez le CAC 40 qui baisse de 10% et que vous voyez pourquoi et quels sont les secteurs potentiels qui vont être touchés, pour ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'on le sait depuis des semaines, que le tourisme, le luxe, en fait tout ce qui touche de près ou de loin à l'Asie va être fortement touché, la manufacture, etc. Donc il y a forcément des coups à faire également, et on serait tenté de dire à nos clients, remettez au pot, parce que forcément il va y avoir à un moment donné un rebond. Sauf que ça serait un peu en contradiction avec ce que dit Christian. Il faut savoir raison garder et se donner des objectifs dans le temps. Ce qu'on regarde nous de façon très importante pour éviter, si vous voulez gagner à tous les coups, il faut éviter de perdre à tous les coups. Ça paraît complètement idiot, mais déjà évitez de vous prendre à chaque fois qu'il y a une crise et d'entériner en vendant. C'est ça que dit Warren Buffett depuis toujours. Lui, il achète quand tout le monde vend, forcément. Parce qu'en fait, il y a un mouvement de foule qui techniquement est très difficile à expliquer à quelqu'un qui n'est pas un spécialiste. Les marchés ne réagissent pas que simplement sur des données économiques réelles, réagissent aussi beaucoup sur des mouvements d'humeur et des flux financiers. Et j'en profite pour dire, moi j'ai une inquiétude depuis quelques jours, quand on en discute avec mes associés, c'est que font les robots en ce moment, Cédric? Qu'est-ce qu'ils font, le trading haute fréquence? Ils font quoi les robots? C'est-à-dire quand tout le monde se met à vendre de façon panique humaine,
La machine, elle surréagit parce qu'elle voit si tout le monde vend, la machine, elle vend. Vous voyez, donc je me pose juste cette question-là. Petite question. Faites des choses que vous connaissez. Faites des choses simples. Évitez les machines. Et prenez des décisions raisonnables et raisonnées. Et l'une des leçons qu'on peut tirer de la période actuelle, c'est que les machines ne désensibilisent pas du tout les marchés. Au contraire. Et moi, je pense que c'est l'inverse. Attention, machine, mais c'est vrai de façon macroéconomique, mais au niveau individuel, il faut surtout se méfier des réactions d'impulsion. Et c'est vrai qu'en période de déprime, en période d'euphorie, c'est très difficile de s'isoler de l'ambiance. En gros, c'est très difficile en période de hausse de considérer que la hausse va s'arrêter un jour ou en période de baisse que ça ne va pas continuer à baisser. C'est pour ça que à titre individuel, il faut tout de même un tout petit peu automatiser ces décisions d'investissement. Qu'est-ce qui va faire que vous allez oser, alors que le CAC 40 a baissé de moins 20 ou moins 30% par rapport à un plus haut, on n'en est pas, hein, mais si demain ça arrivait, qu'est-ce qui va faire que vous allez oser investir à ce moment-là? Il faut être très costaud pour investir au point bas. Tandis que si vous avez programmé vos investissements sur 6 mois, 1 an, 3 ans, eh ben, vous ne vous posez pas de questions. Si vous vous êtes dit le 1er janvier, le 1er mars, le 1er avril, quoi qu'il arrive sur les marchés, de toute façon, j'achète, eh ben, in fine, au bout de quelques années, vous serez gagnant. C'est juste. Bon, on est un peu pris par le temps. On a vu quelques mouvements quand même se dégager, par exemple sur l'or. Patrimonialement, c'est intéressant, c'est intelligent. Je prends une minute, après j'ai l'inscription. Je ne suis pas du tout copain avec l'or, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, parce qu'en fait, l'or, quand on parle de l'or, c'est devenu un actif comme les autres qui subit exactement la même volatilité dont on vient de parler. Donc, soit, je le redis, mais là, c'est très caricatural, pardon, mais c'est pour les auditeurs, soit vous achetez des louis d'or ou des diamants dans un petit sac que vous mettez chez vous, et là, vous avez un actif palpable, soit dès que vous touchez à l'or qui est transformé en quelconque papier, que ce soit des actions de mine d'or ou que ce soit le cours de l'or, etc., il y aura les mêmes effets négatifs de marché potentiel. C'est d'abord la bourse. C'est d'abord la bourse. Vendredi, alors que tout s'écroule et que normalement tout le monde devrait avoir tout mis dans l'or, l'or prend moins 3 aussi, parce qu'il y a des gens qui en ont profité pour prendre des positions de hausse depuis le début de la semaine. Alors, le revenu est un peu sur la même position que Net Investissement ou que Stéphane, mais avec un tout petit peu quand même plus de nuances. C'est vrai que lorsqu'on regarde... C'est vrai que c'était un peu bourrin comme... C'est mon style en plus. C'est tellement moi. C'est vous qui le dites, cher C'est Guillaume. tellement moi. Je ne permettrai pas. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? En fait, le problème, lorsqu'on regarde la performance de l'or sur très long terme, on remarque que ça ne suit pas, en tout cas, ça n'augmente pas de façon régulière. C'est un produit spéculatif, c'est un produit qui ne distribue pas de revenus. C'est vrai que, historiquement, il y avait cet attribut valeur refuge. Aujourd'hui, il se vérifie, je dirais, de moins en moins. Il s'est vérifié lundi, mardi, mercredi, jeudi de la semaine dernière, mais pas vendredi. Alors, ensuite... L'or pose des tas de problèmes, des problèmes de conservation. Une fois que vous avez acheté de l'or physique, vous en faites quoi? Des problèmes aussi, je dirais, pour le revendre, puisque il faut bien, et ça c'est un élément important, il faut rappeler qu'il y a la fiscalité, mais surtout, je dirais, le marché, le commerce de l'or est libre en France. Ça signifie qu'on peut très très bien décider de vous vendre de l'or à X euros et 10 minutes après, le vendeur peut vous refuser de vous le racheter peu ou prou au même prix. Donc uniquement si vous êtes très inquiet sur l'avenir, à hauteur de 5 à 10% de vos actifs financiers. Christian Fontaine pour le revenu, Stéphane Vannuffel pour Net Investissement. On vous retrouve tous les deux tout à l'heure pour répondre aux questions des auditeurs.